Je suis heureux de vous voir ce matin. En pleine forme, je l'espère. En tout cas, s'il y a des petits soucis, on va tout oublier. On va se remémorer des années qu'on a adorées avec un homme. Ça fait 2 ans que je le tanne pour qu'il vienne. Et il est enfin là. Il lui aura fallu la sortie de ce livre. Bonjour, monsieur Philippe Risoli. Cher Jordan, ravi de partager ce petit moment avec toi. Surtout le matin comme ça. Ah, cette voix, Philippe. Qu'est-ce qu'on aime cette voix qui nous rappelle tellement de moments en télé. On vous aime, vous nous manquez. Mais vous le savez apparemment, parce qu'on vous le dit souvent, je crois. Oui, c'est vrai que dans la rue, on me le dit, mais est-ce que ça veut dire vraiment que je manque à ce point-là? Si vous nous manquez, pas certain. Mais... Cher Philippe, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir sur C8. Vous le savez, chers amis, les questions cash en fin d'émission, des questions terribles. Et ça veut dire que tu payes directement en monnaie sonnante et trébuchante? Non, c'est-à-dire que vous allez dire des choses que vous allez regretter, qui vont vous coûter très cher. D'accord. C'est vous qui allez payer, cher Philippe. Moi, je paye rien. Je paye juste le taxi pour que vous rentriez chez vous après. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Eh oui, vous savez que en ce moment, c'est compliqué. Philippe, dites bien à mon fils que je l'aime. Oui. Franchement, c'est un très joli livre et vous faites de la promo un petit peu partout, à droite, à gauche. Et je trouve que les gens en parlent bien, ceux qui font la promo, parce que c'est vrai que c'est tendre et on va comprendre avec vous cette phrase. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, dites bien à mon fils que je l'aime. Il parle de son fils, il a peut-être des soucis avec son fils. Et en fait, non, pas du tout. On va rentrer directement dans le portrait avec Philippe Risoli, parce qu'en fait, ce livre, c'est toute votre enfance, et ça tombe bien parce que ça va bien correspondre à ma première partie d'émission. Allez, cher Philippe, né à Neuilly-sur-Seine, famille... Saint-Ouen, pardon, excusez-moi. Saint-Ouen et famille très modeste. Hein. Oui, c'est ça, modeste. Pas pauvre, hein, attention, il ne faut pas tomber non plus, pas exagérer, mais on va dire modeste. Papa imprimeur, maman secrétaire d'abord, secrétaire de direction ensuite. Mais enfin, tout va bien, enfance heureuse. Hein. Maman, c'est Marie-Thérèse et papa, c'est Pierre. Oui. Mais en fait, vous allez l'appeler Pierrot. C'est dans les premières pages du livre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que je précise parce que personne n'a jamais appelé mon père Pierre, qui s'appelait Pietro au départ, puisqu'il est fils d'immigrés italiens. C'est devenu Pierre en France, et en fait, c'est devenu Pierrot. Et ma mère, personne ne l'a jamais appelée Marie-Thérèse, c'est ce que je précise. Tout le monde l'a appelée Thérèse. Voilà. Alors, il faut rappeler quand même que ce livre n'est pas axé sur la télé, et je pense qu'il va y avoir un tome 2, parce que comme Bien ça sûr. se termine avec Géopardy, si je ne me trompe pas. Non, ça se termine avec Star Quiz. Star Quiz, sur pardon. Canal+. Sur Canal+, dont on va parler dans un instant. Forcément, il y aura à l'époque Géopardy, Juste Bien Prix, sûr. dont on parlera, ne vous inquiétez pas, chers amis, tout à l'heure. Mais enfin, en filigrane, il y a quand même ma passion pour la radio, pour la télé, parce que c'est un petit enfant de 12 ans qui évolue dans ce livre et qui raconte pas mal de choses. Alors, cher Philippe, on va mettre une jolie photo de votre papa. Je crois que c'est une des dernières photos, d'ailleurs, vous l'avez mis dans le livre. Oui, tout à fait. Chez lui, là, c'était chez lui. On va tout comprendre, en fait, tout ce livre avec cette phrase. Donc, dites bien à mon fils que j'aime. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, Philippe? Parce que je pense que c'est bien que vous l'expliquiez, vous. Bien sûr. Pourquoi vous avez appelé ce livre comme ça? C'est un rapport avec la fin de vie et la Tout à fait. fin tragique de votre papa. C'est ça. En 2010, alors que mon père était un rock véritablement qui n'a jamais été souffrant de sa vie, il apprend à Noël 2017 qu'il souffre d'un mésothélium malin, plus connu sous le nom de cancer de la plèvre. La plèvre, c'est cette membrane qui entoure le poumon, et c'est un cancer qui est dû uniquement à l'amiante. Il n'y a pas d'autres raisons. Or, il n'avait a priori jamais été en contact avec de l'amiante. Alors, sûrement que si, puisque bon. Et petit à petit, de 2017 à 2021, date de sa disparition, cette plèvre va s'épaissir et va comprimer les poumons, ce qui fait que ce sont des douleurs atroces, puisqu'on décède étouffé, quoi. Ouais. Donc voilà. Quelques temps avant sa disparition, il a commencé à me dire je veux partir, pourquoi il ne me laisse pas partir. Et entre-temps, avant qu'on en arrive à ce stade ultime, lui qui ne s'était jamais confié à moi de sa vie, c'était un taiseux, mon père. Ouais. C'est mis à me raconter toute son enfance, toute son adolescence. Ouais. Il avait besoin. Ouais. Je ne sais pas s'il avait besoin, mais moi je trouvais ça passionnant. C'était la France sous l'occupation, c'était ces immigrés italiens qui fuyaient le fascisme, qui fuyaient Mussolini. Moi, mon grand-père s'était battu avec les fascistes, donc obligé de courir. Quand je dis courir, bien sûr, oui, je comprends. Voilà, véritablement se réfugier en France, puis il fera venir sa famille. Et donc, il se met à me raconter tout ça. Et je me dis, c'est pas possible. Il faut que je le raconte, ça. Ouais. Et donc, on en est là. Et alors, pourquoi ce titre? Simplement parce que, vraiment, là, dans les tout derniers jours, et même l'avant-dernier jour, je suis à son chevet, donc au CHU d'Amiens, et
Et lui me dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Alors, il sentait qu'il allait partir. Ah oui, ouais. il voulait, de toute façon, Ouais. il voulait. Hein. Et, parce qu'il souffrait trop, véritablement. Et il me dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Et c'est vrai que moi, je ne veux pas partir, évidemment, mais l'infirmière arrive et me dit, vous savez, monsieur, vraiment, il faut le laisser. Il faut le laisser, il faut partir. Donc, à regret, je pars. Je reste là. J'ai l'image, je crois, à vie. De toute façon, je l'aurai. La porte est ouverte. Je suis sur le pas de la porte. Je le regarde. Il me regarde. Je vois qu'il me fait un espèce de petit clin d'œil, mais en même temps, il me fait comme ça, quoi. Il me fait... Par mon fils. Voilà, part. Donc je m'en vais. Le lendemain, la même infirmière, je suppose, m'appelle. Il est 17h. Et elle me dit, votre père est parti sereinement. Il est parti apaisé. Mais la dernière phrase qu'il a dit, c'est, dites bien à mon fils que je l'aime. Chose qu'on ne s'était jamais dit. Mais c'est fou. Votre père vous a jamais dit qu'il vous aimait? Jamais, jamais. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de se le dire non plus. Hein. Vous lui avez dit à votre père? Non, jamais, jamais. Vous n'avez jamais dit à votre père que vous l'aimiez? Jamais, jamais. Mais ni à ma mère, d'ailleurs. Ni à votre mère non plus? Non. Mais ma mère, c'était tellement fusionnel qu'encore une fois, avec elle, j'avais pas besoin de lui dire. On le savait, on s'embrassait, on se comprenait au moindre regard. Bon, et donc j'ai trouvé cette phrase à la fois c'est terrible et en même temps remplie d'émotions. Et je me suis dit, elle est tellement belle cette phrase que parce que c'était pas ce titre-là au départ. Et donc j'ai mis cette phrase-là. C'était quoi comme titre que vous avez choisi au début? Alors, il faut savoir que, donc, je lui disais, tu sais, je vais écrire ce que tu es en train de me raconter. Il me disait, mais non, mais ça intéressera pas personne. Et comme c'était la dernière personne à m'avoir vu naître, mes autres proches étaient déjà partis, j'avais appelé ça le dernier témoin. Tu sais, un peu avec un suspense. Bon, et puis après, j'ai changé, j'ai pris cette phrase. Philippe, cette maman, donc bretonne, ça a été compliqué aussi, parce que je crois qu'elle est partie dans la douleur, si je ne me trompe pas. Ah ben là, j'ai eu deux disparitions terribles de mes parents. Alors, ma mère, c'est 20 ans plus tôt, on est en 2004. Alors moi, je viens de quitter TF1, je suis un petit peu dans les turbulences professionnelles, donc je suis très occupé à savoir comment on dit, je vais rebondir. Et elle étant à la campagne, moi je suis plutôt basé, enfin j'habite à Paris. Et alors on s'appelle, elle me cache, elle souffre d'un emphysème. Quand on vous dit un emphysème, ça paraît comme ça sur le papier beaucoup moins grave qu'un cancer du poumon. C'est comme un souffle au cœur. Voilà, c'est ça, mais on s'affole pas. Je vais avoir un emphysème, on va prendre de l'oxygène, on va donc je me rends pas bien compte. Puis c'est vrai, je suis très occupé moi par ma situation professionnelle. Elle me cache en plus son état de santé. Quand je viens, je la vois jamais avec un masque. Elle essaye de. Ah, d'accord, donc elle avait caché. Enfin caché. C'est pas qu'elle. Je vois bien qu'elle est souffrante parce qu'elle a du mal à respirer. Je vois bien qu'elle est plus. Moi, j'ai toujours connu une mère dynamique. Bon, là, je vois bien qu'il y a un problème, mais je n'ai pas conscience de la gravité. Et donc, j'ai eu longtemps un sentiment de culpabilité de me dire, je ne l'ai pas accompagnée comme j'aurais dû l'accompagner. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tellement été par la suite proche de mon père. Mais c'est vrai que la scène finale est terrible parce qu'on est, alors à nouveau, pas dans le même département, mais toujours au CHU d'Amiens, dans la Somme. Et je vais la voir. Alors là, elle a un masque à oxygène. Et pour parler, elle écrit sur une ardoise. Donc elle m'écrit. D'accord. Parce qu'elle a du mal, là, vraiment, à respirer. Et à chaque fois, elle me montre l'ardoise. Et moi, j'arrête pas. Je suis devant elle. Souvent, je fais le pitch. Je fais semblant de ne pas comprendre ce qu'elle me dit. Je fais un petit peu comme dans le film La vie est belle. Vous savez, bien sûr. Elle me fait comprendre qu'elle sent que son heure va pas tarder à arriver. Et moi, je lui dis, c'est pas possible. Et à un moment, et ça, c'est terrible, elle me tend une ardoise. Et sur l'ardoise, elle a écrit « La Mama ». Alors, La Mama, je me dis quoi, La Mama? Et la main, tout à coup, il me faut 30 secondes pour comprendre qu'elle est en train de parler de la chanson de Charles Aznavour. Elle va mourir, la Mama. Et quand je vois cette ardoise, je lui dis, tu plaisantes, toi, tu rigoles. Enfin bon. Et là arrive une infirmière qui nous demande ça, qui dit, on va faire un petit brin de toilette, on a un ou deux choses à faire. Je sors. Mais je veux dire, elle est totalement lucide au moment où je sors de la chambre. 10 secondes après, il y a une espèce de sirène qui retentit, mais stridente et tout, avec mon père qui était là. On se demande un petit peu ce qui se passe. Et en fait, on vient nous avertir que ma mère est partie. Et ça, pour moi, ça a toujours été un mystère. Comment est-ce qu'en l'espace de 2 minutes, je passe d'une pièce à l'autre? Alors, OK, elle avait un masque à oxygène, mais enfin, elle était tout à fait consciente. Qu'est-ce qui a pu se passer? Vous avez soupçonné une erreur, peut-être, de l'infirmière? Non, aucune erreur. Non, j'ai rien soupçonné du tout. Je me suis dit, parce que j'ai clairement vu, quand l'infirmière est arrivée, ma mère lui faire un petit signe comme ça, un peu en clignant des yeux, lui prendre la main. J'ai senti qu'il y avait un bon feeling. Elles étaient d'accord sur un truc. Voilà. Et c'est vrai que je me suis demandé à un moment,
n'a pas un peu précipité sa fin. Est-ce qu'il n'y a pas eu euthanasie, quoi, en fait? Ah d'accord, carrément. Ouais. C'est la question que je me suis posée. J'en ai parlé parce que vraiment... Ben, on ne meurt pas en 3 minutes. Quoi. Voilà. Et, enfin si, on meurt souvent, même en moins oui, de ça. Mais bon, si vous parlez... Là, ça paraissait... Et donc, j'en ai parlé à pas mal d'amis médecins qui m'ont dit non, tu te trompes, c'est impossible, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, je n'ai pas cherché à aller plus loin. C'est vrai que c'est pareil, là, j'aurais toujours un petit doute. Un petit doute. Voilà. L'amour, Philippe Risoli. Alors je sais, oh là là. Oui, parce qu'attention, là, ce livre, c'est pas non plus, ça plombe pas. Hein, non. Bah là, c'est l'enfance, mais c'est vrai qu'on est sur les moments difficiles. Voilà, parce que vous le dites, vous êtes devenu orphelin, en fait. Oui, complètement. Perdu vos 2 piliers. Oui. L'amour. Cette fois-ci d'une femme. Alors attention, vous êtes toujours très discret. Attention, regardez sa tête. Oh là, il va me faire. C'est Anne, c'est mon petit chou. Ouais. On est beau là-dessus, je trouve. Oh, c'est mon petit chou. Alors c'est la seule photo que j'ai trouvée. Oui, bah oui. Alors, vous faites rien, c'est ça? Vous faites aucune. Il y en a une qui a été faite, mais il y a bien longtemps, voilà, pour un magazine. Elle n'aime pas trop ça, si j'ai bien compris. Non, parce qu'elle aussi avait sa vie professionnelle. Ouais. Elle a eu des responsabilités assez importantes. Puis parce que non, professionnellement, on n'a jamais mêlé nos deux vies, on n'a jamais travaillé ensemble et on ne travaillera jamais ensemble parce que Dieu sait si on s'adore, ça pourrait être assez volcanique dans le travail. Gros tempérament, femme. Ah oui, grosse. C'est elle qui porte la culotte, Philippe? Ah non, c'est pas elle qui porte la culotte. Regardez-le, le coq qui remonte la tête comme ça, mais quand même. Non, mais je pense qu'on a pouvoir partager, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a un caractère fort, Anne, et que voilà, mais on se connaît très très bien, mais on a su, parce que souvent on me dit, mais c'est dans ce métier... Ben oui, ça va à droite à gauche. Mais évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas là... Ah, donc vous avez été voir à droite à gauche? Non, je dis il y a des hauts, il y a des bas, je ne vous parle pas d'aller voir à droite à gauche, je vous dis il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu des moments de tension entre nous, mais c'est normal, je crois que dans toute vie de couple, ça se passe comme ça. Il y a eu des breaks? Et puis, non, il n'y a pas eu de break, mais non, parce que... Combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, on s'est connus officiellement à la fac, en 76, à un moment des euros. On s'est retrouvés, après aller débriefer les euros avec un groupe de copains, on s'est retrouvés l'un en face de l'autre au restaurant. On s'entendait bien, mais on est restés potes, copains, pendant un petit moment. Parce qu'on avait chacun, moi j'avais une petite amie, elle avait aussi un petit ami, voilà quoi. Et donc, combien de temps? J'ai vu pratiquement 40. Alors j'en sais, allez, on va à la louche, on va dire, allez, commençons en 80. D'accord, à peu près. 80, on est 40 ans. Voilà. 40 ans à peu près, vous êtes ensemble. Voilà. La notoriété, souvent c'est compliqué pour les femmes parce qu'on est des fois réduit à être la femme de Philippe Risoli. Oui, ça peut l'agacer de temps en temps, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Parce qu'encore une fois, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui a fait une très belle carrière. Qu'est-ce qui l'énerve? C'est pas que ça l'énerve, mais parfois, je comprends, c'est un petit peu frustrant quand vous avez des personnes qui ne vont, dans un premier temps, lorsqu'on fait connaissance, ne s'adresser qu'à moi. Alors après, ça change, parce qu'encore une fois, d'une part, elle est maligne, elle est finaude, et elle a l'expérience en plus, donc elle sait comment faire. Mais elle ne cherche pas du tout à se Mais on le sait, parce que souvent, quand les femmes de personnalité se promènent avec leur conjoint, c'est vrai qu'on voit les gens ont une idée en tête, c'est faire une photo avec la personnalité. Donc du coup, ils ont tendance à mettre totalement de côté la personne qui a et ça les énerve. Il y a même encore pire, c'est qu'il lui donne l'appareil photo, enfin le smartphone maintenant, vous pouvez nous prendre. Le nombre de fois où Anne a joué les rôles de photographe. Moi, maintenant, elle attend plus, elle dit, vous voulez que je fasse la photo? Ouais, ça va être plus simple. C'est plus simple. Les enfants. Les enfants, attention, j'ai une photo. Alors, mais là, il n'y a pas beaucoup non plus des photos. Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Il y en a très très peu des photos des enfants. Vous avez petit alors là, non? Oui, là il est moins petit. Ah oui, ça c'est d'accord. Fiston. Oui. Voilà. Là, et si vous voulez, j'ai une deuxième photo où en effet c'était beaucoup plus petit, cher Philippe. Lui est très beau, moi je suis pas terrible là-dessus. C'est cette photo-là qui date un petit peu, on va pas se mentir, vous avez un petit peu changé. Oui, alors ça c'était, j'ai un peu, oui bien sûr, c'est normal. Mais non, mais c'est normal, oui. Vous aussi, vous allez changer. Oui, non, mais c'est pas méchant ce que je vous dis. Prenez pas la bouche. Mais je ne prends pas la bouche. Votre fille et votre fils. Oui, alors ils sont jumeaux, ils sont jumeaux. Donc la petite fille là que vous voyez qui maintenant est une dame, enfin est une grande fille plutôt, c'est Julia et à côté donc c'est Pierre. Ils ont bien vécu le fait d'être le fils et la fille de Philippe Risoli, une personnalité publique. Oui, je pense, parce que j'ai su les protéger. Ils ne se sont jamais mis en une des magazines. Là, on avait fait une photo, c'était pour le magazine le plus important de la télévision de l'époque. Comme ça, j'étais sûr de ne pas être
Ouais. paparazzi. Enfin, tu Qu'est-ce vois. qui est dur quand on a des enfants et qu'on est connu, Philippe Risoli? Bah, c'est dur de les protéger. Je me souviens un jour, mon fils, par exemple, est parti faire 2 jours, tu sais, espèce de classe organisée par l'école dans le car. Le chauffeur du car a passé 2 jours à l'appeler, toi, le million, tu vois. Alors, le million vient ici, le million. Vous présentiez le millionnaire. C'est vrai que c'est bon, c'est pas. Vous êtes intervenu? Des fois, c'est un peu lourd, quoi, tu vois. Non, je suis jamais intervenu parce qu'ils n'ont pas été sujets à trop de problèmes. Et j'ai toujours été très attentif à ce qu'il n'y ait pas de débordement et en tous les cas à protéger leur vie privée et à ce que ma carrière ne rejaillisse pas sur eux. C'est-à-dire qu'eux ont leur vie, moi j'ai ma vie et voilà, quoi. 9 septembre 1900. Quelle belle date. 53. Ouais. Et si vous additionnez, alors attendez, regardez, 1953 c'est 1 plus 9, 5, 3, ça fait 9. Oui. 9, 3 fois 9, 27, 7 et 2, 9. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, vous tombez sur le 9. Et le 9 en numérologie, c'est le chiffre de la communication. Et puis c'est là aussi où après, il y a de nouvelles choses qui arrivent. 70 ans. Bon. Vous vous portez bien? Bah écoutez, je sais pas, docteur. Moi, je vous trouve en forme. Est-ce que... Je vous sens prêt à m'examiner, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez? Philippe, vous me connaissez bien. Il y a quelque chose qui vous a énervé un moment, si j'ai bien compris, c'est que vous avez arrêté la cigarette, gros fumeur, 2 paquets par jour. Oui. Et vous avez... Je raconte des anecdotes, d'ailleurs, même sur le plateau du Juste Prix, etc., avec la cigarette. Par rapport à quoi? Vous pouvez le dire, du coup. Je vais le raconter. Donc c'est vrai que je fumais beaucoup. Et il se trouve qu'on j'avais pas fumé pendant l'émission, on pouvait pas. Donc j'allumais une cigarette lorsqu'on faisait un break, lorsqu'on faisait une petite pause. Mais la pause pouvait durer 10 minutes, je fumais ma cigarette tranquillement. Mais il faut savoir que tous mes collaborateurs fumaient de la même manière. Hein. C'était pas une tabagie, mais enfin, ça, dans les coulisses, ça fumait pas mal à cette époque-là. Et puis quand j'avais pas le temps, alors au début, je jetais ma cigarette, mais des fois, j'avais à peine le temps de l'allumer qu'il fallait que je l'écrase et que là, donc j'avais presque un toc. Je prenais ma cigarette, je l'écrasais avec la main droite sur mon talon gauche et je la mettais dans la poche de mon pantalon. Et là, je commence. Bonjour à tous, de la face caméra, bienvenue sur le plateau du Juste Prix, tatati, tatata. Et sauf qu'un jour, je l'ai fait 10 000 fois, ça. 9 999 fois, ça s'est bien passé, mais la 10 000e fois, j'ai mal éteint la cigarette. Et le pantalon a pris feu. Donc, j'arrive, j'ai mon micro, bonjour à tous. Et tout d'un coup, mais c'est comme si on me poignardait la jambe, le truc qui me brûle la jambe. Et le pantalon, tu as raison, vous avez raison, qui commence à se consumer. Tout le monde a cru que c'était un gag, hein, tout le monde était mort de rire, mais on est obligé d'arrêter. Hein. Quand on arrête la fumée, on prend du poids. Exactement. C'était compliqué. C'est-à-dire que c'est simple. Moi, je me suis dit, il faut que j'arrête. J'avais pas envie de mettre des patchs et tout. Alors, j'ai pas arrêté pour des questions de santé. Hein. J'ai toujours été en pleine forme. Et au moment où on se parle, tout va très bien. J'ai arrêté parce qu'on est en 2004 et c'est le moment où apparaissent toutes les interdictions. Je fais le premier vol Air France. Oui, je sais, vous aviez tout fait, à droite à gauche. En non-fumeur. Et je me dis que ça va pas pouvoir le faire, quoi. Donc, je me décide d'arrêter. Et j'arrête d'un coup net. Mais vraiment, comme ça, au mois de janvier 2004, j'arrête. Et vous êtes réconforté sur la Sauf que pendant 2 mois, si tu veux, ça tombait bien, j'avais pas trop de boulot à ce moment-là. Donc je pouvais rester chez moi. Mais d'une part, je restais chez moi, je faisais plus de sport. Et c'est vrai que ça me... Voilà. Alors qu'est-ce que je faisais? Je m'achetais une barre de chocolat par-ci, une barre de chocolat par-là. Et on se rend pas compte, mais 500 grammes par 500 grammes, on prend du poids. Donc c'est vrai que j'ai pris du poids. Et à partir de là, parce que évidemment, je conseille à tout le monde d'arrêter la cigarette, c'est une évidence. Mais il faut savoir qu'il y a des petits à côté, comme une prise de poids ou des petits trucs comme ça, qui sont... qui sont comme ça, mais ça Vous évaluez à combien les prises de poids après la cigarette, Philippe? J'ai bien pris 15 kilos, oui, facile. Vous avez pris 15 kilos après la cigarette? Facile. Vous avez réussi à en perdre un petit peu? En faisant du sport comme un dératé. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, j'ai toujours été mince tout le temps. Je pouvais manger ce que je voulais, je prenais pas un gramme. Et après l'arrêt de la cigarette, je passe devant une pâtisserie, je regarde, on me dit, je prends 2 kilos, tu vois. Donc c'est vrai que là, je suis en train de me remettre tranquillement au sport. Ça va, là, je suis pas non plus... Non, j'ai trop de ventre. Mais c'est ça fait aussi partie de ma nouvelle personnalité, c'est comme ça. C'est sympa, on se dit, il aime bien manger, il a un bon coup de feu. C'est un bon, notre Philippe Risoli, on l'adore. Allez, c'est parti les amis. On continue avec les coulisses de la télé sur C8. Les coulisses de la télé, cher Philippe Risoli, avec une émission emblématique dans la maison. C'était Canal+. Ah bah oui. Avec Star Quiz. Star Quiz. Évidemment. Ça, vous l'avez aimé, cette émission. J'ai adoré.
Regardez comme vous êtes incroyable. Regarde, tu vois, quand on disait j'étais mince comme un... Et là, pourtant, je peux te dire, je mangeais. Hein. Ah oui, Alors, Star Quiz. Vous étiez en nœud papillon aussi sur certaines émissions. Oui, beaucoup, oui. Il y a eu copié. Oui, on copie que les meilleurs. Hein. Prenez-le bien. C'était les bonnes années, Canal. Ouais. J'ai adoré ma période Canal+, vraiment d'abord pourquoi ? Parce que mon rêve c'était de faire de la télévision, de la radio et de la télévision, et que j'accédais à l'antenne pour la première fois de ma vie, 10 février 1990, c'est la première de cette émission. Parce que ça voulait dire que des professionnels de renom, Pierre Lescure et d'autres, Alain de Greff, me faisaient confiance à moi, qui sortais de nulle part finalement. Donc ça, c'était... Et puis me retrouver sur un plateau de télé avec un monsieur qui était franchement un cerveau au niveau des jeux qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui s'appelait Jean-Claude Buchez et qui m'a appris mais plein de trucs, plein de ficelles, plein de trucs, parce que c'est ça aussi ce métier, c'est apprendre en permanence, apprendre. Ces trucs qui vont vous servir, cher Philippe Risoli, car vous allez être appelé sur une très grosse chaîne, c'est la première évidemment, et c'est TF1, 1988-2001, vous allez faire vraiment de très très belles années. C'est là que vous allez exploser, c'est votre carrière, avec notamment une émission qu'on adore tous et toutes. Écoutez, chers amis. Ça rappelle des souvenirs ? Géopardy. Eh oui. Pascal Argence, la voix off. Alors, ça, c'est mon souvenir, évidemment. Un jeu, pareil. Je crois que c'est votre jeu préféré. Oui, avec Star Quiz. Oui, parce que pourquoi ? Alors, plateau, ça peut pas être plus simple. Hein. Il y a le mot Géopardy. Géopardy, ça vous êtes, quand vous allez aux États-Unis, je sais que vous aimez aller aux États-Unis, vous avez vu le panneau danger lorsque vous êtes en voiture, c'est Jeopardy. Ça veut dire que vous êtes en danger. En gros, vous êtes sur le qui-vive, prêt à répondre aux questions. Et là, c'est quand même vicieux, parce que non seulement il faut connaître la réponse, mais il faut donner la réponse en la formulant sous forme de question. Et j'étais clair. J'ai compris. Voilà, très bien. Donc, ça va vite. Et si vous ne formulez pas la question, même si vous avez la réponse, vous perdez. Il y a des grosses sommes qui sont mises en jeu. C'est donc un jeu d'astuce, de rapidité, de culture générale, tout ce que j'aime en fait. Donc oui, ce jeu m'a beaucoup plu. Il a duré un peu plus de 3 ans sur l'antenne de TF1. Autre personnalité qu'on a tellement aimée sur TF1 et que vous connaissiez très bien, c'est Monsieur Jean-Pierre Pernaut, Philippe Risoli. Oui, je crois que je le connaissais bien. On peut le dire parce que vous avez fait beaucoup de théâtre avec sa femme, et c'est lui qui mettait en scène, si je ne me trompe pas. Non, il ne mettait pas en scène. Oui, voilà. Ça, c'est une photo qui me fait plaisir. Ça me permet d'embrasser Nathalie au passage. Jean-Pierre qui me présentait toujours en disant « Je vous présente le mari de ma femme ». Donc ça surprend. Oui, parce que dans la pièce, c'était ça. Parce qu'il y a eu 2 pièces. Hein. Il y a eu Piège à Matignon d'abord, il y a eu Régime présidentiel ensuite, et dans les 2, j'étais ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, le mari de Nathalie. Mais Jean-Pierre, j'ai connu ces 2 vies, si j'ose dire, parce que je l'ai connu avant Nathalie. À l'époque où je faisais le juste prix, c'était quelqu'un de très attachant, quelqu'un de fidèle en amitié. Tu sais, ça fonctionne. Puis, il avait une popularité qui était impressionnante. Évidemment, on te rend compte le 13h TF1 pendant je ne sais combien d'années. Donc c'était effectivement, je crois que c'était en 88 qu'il avait dû commencer, il me semble, au 13h. Juste après, il avait pris la relève de Mourouzi, qu'il respectait beaucoup d'ailleurs. Hein, il l'aimait bien. Mais si tu veux, il y avait une proximité entre nous et on avait un peu on touchait la même clientèle, si j'ose dire. Oui, bien sûr, populaire. Ça, oui, voilà. Mais oui, les gens de la Terre. Voilà, Mais oui, parce que vous êtes quelqu'un de très proche des gens. Mais ça, c'est sûr, vous avez ça en commun. Est-ce que vous avez parlé avec lui? On ne vous a pas vraiment entendu sur son départ, Philippe Risoli. Parce qu'on ne va pas non plus poser vraiment de questions. Je vous les pose. C'est toujours un peu les mêmes. Des fois, j'ai entendu des gens parler qui, a priori, n'avaient pas forcément grand rapport avec lui. Mais enfin, ça vous a énervé? Non, je suis pas. Je connais trop. Non, mais ça aurait pu m'agacer. Ça m'aurait agacé il y a 20 ans. Ouais. Mais là, ça ne m'agace plus. Donc, je connais tellement ce milieu, les dessus, les dessous. Donc, j'essaye d'abord de tout prendre maintenant au second degré, de le prendre avec humour. Tu sais, le recul fait que... Qu'est-ce que vous avez fait rire sur cette histoire, par exemple? Non, mais avec humour. Non, mais je prends les choses avec beaucoup plus de philosophie et sûrement d'humour et de recul qu'il y a 25 ou 30 ans. Parfois, je me pose un peu en observateur. Non, mais que te dire sur Jean-Pierre Tussard, c'est quoi? Si j'ai parlé avec lui, oui, bien sûr qu'on a parlé. J'ai travaillé pendant 6 ans sur 2 pièces distinctes avec Nathalie, mais il y avait un moment privilégié entre lui et moi qui était les petits déjeuners. C'est-à-dire
c'est-à-dire que Nathalie, alors c'est pas, déjeune souvent, petit déjeune dans sa chambre. Nathalie mange des graines. Tu vois, je balance. D'accord. Nathalie mange des graines au petit déjeuner. D'accord. Alors que nous, c'était tartine de toi, comme la France prouve, toi. Bien sûr. Et on échangeait. On pouvait aussi bien parler politique. On parlait évidemment, tu t'en doutes. On a refait 103 000 fois oui, bien sûr, le monde de la télé. On donnait notre avis qui restait privé sur tel ou tel présentateur, qui m'a fait un certain nombre de confidences. Voilà, il y en a que je peux révéler, d'autres qui resteront. Eh ben, vous allez m'en révéler juste après la pub, cher Philippe. Entre lui et moi, et puis voilà. Allez, ce sera juste après la pub. On va reparler de Jean-Pierre Pernaut. Évidemment, on reviendra sur cette émission qu'on a tant aimée. Et c'est le juste prix. Oui, vous n'allez pas y louper. Ah, ça me fait plaisir. J'ai adoré faire le juste prix. On va en parler. Cette musique extraordinaire. Ah, je suis content. De vous avoir. On se retrouve dans un instant. Les questions cash. On va tout lui poser. Combien il gagne? La retraite. Vous allez tout savoir. À tout de suite sur C8. Ça va être magnifique. Ne partez pas encore du plateau. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Enfin, j'espère. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Chez Jordan. Plein de choses arrivent. On va parler du juste prix, on va parler évidemment des questions cash, des questions terribles, les yeux dans les yeux. Vous le savez, ces questions que j'aime poser à mes invités et qui font des fois qu'ils partent du plateau. Mais ne vous inquiétez pas, pour notre Philippe Risoli, il y a une chaîne, donc il ne pourra pas partir. Je vais le garder. On le voit pas, mais je suis attaché là. J'adore. Comme quand j'étais petit, ce que je raconte dans le livre où j'étais attaché sur une chaise avec un sparadrap sur la bouche, parce que déjà je parlais trop. Bien, mon fils que je l'aime. Voilà, c'est le livre événement de Philippe Risoli avec ses éditions L'Archipel. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour parler de cette enfance. Est-ce que ça t'a plu au moins? Bien sûr, j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est bien parce que c'est en filigrane, comme vous le dites. Et j'attends, c'est vrai, surtout le tome 2 où on va parler, vous savez, des coulisses de la télé. D'ailleurs, on y était juste avant cette petite pause publicitaire. Cher Philippe Risoli, on parlait de Jean-Pierre Pernaut, avec qui vous avez été très proche. Et je voulais savoir si vous aviez une petite anecdote à nous raconter sur lui. J'ai pas d'anecdote précise, mais il y a moi, deux petites choses rapides. Quand on petit déjeunait systématiquement ensemble quand on était en tournée pour les pièces de théâtre. Et alors lui, il se levait très tôt, en fait, très tôt, bien plus tôt que moi. Et je sais pas, et il allait acheter la presse tout de suite. Et quand il arrivait, il me rejoignait. Alors moi, du coup, entre-temps, pendant qu'il était parti acheter la brique, il avait lu déjà. Je m'installais pour prendre un café. Il arrivait. Et il considérait que moi, j'étais déjà au courant. Il me disait, mais t'as vu ce qu'ils disent Ah oui, donc vous étiez largué, quoi. Je lui disais, mais attends, non, parce que là, tu vois, je me lève, là, donc je sais pas. Si, mais alors attends, Pierre, il me faisait un débriefing du panorama international. Et j'adorais ça. C'était vraiment, j'avais une vraie complicité avec Jean. Nathalie Marquet, elle a fait parler d'elle. Elle a fait une émission qui s'appelle Les Traîtres. Oui. Et vous l'avez vue? Je l'ai regardé. J'ai regardé justement parce que je voulais la voir et que Nathalie, je suis proche d'elle. Oui. C'est quelqu'un de très attachant et j'aime beaucoup cette. Elle s'est fait un petit peu attaquer, donc du coup ça m'intéresse. Ouais. Parce Non, qu'elle a dit à un moment de temps dans l'émission, je te jure sur la tombe de mon mari que je suis loyal. Et ça, c'est vrai, c'est pas bien passé. Non, mais je peux le comprendre. Vous comprenez? Là, on ne s'est pas parlé. Vraisemblablement, je lui dirais la même chose. Je dirais, tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas, parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Alors, ok, tu risques de te faire éliminer. Bon, bah, tu te fais éliminer. Mais c'est Nathalie. C'est quoi? C'est une maladresse? Oui, c'est une femme d'une sincérité absolue. C'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle pense. Je pense que le fait qu'on puisse imaginer qu'elle soit traître alors qu'elle... J'interprète, parce que bien sûr. Je n'avais pas parlé avec elle. Mais le fait qu'on puisse imaginer qu'elle soit traître alors qu'elle ne l'est pas, je pense que là, pendant un dixième de seconde, elle elle s'est dit... l'esprit que c'est un jeu. Et donc, du coup, et donc, elle est prête. Et comme elle sait que ce qu'elle a de plus cher au monde, c'était Jean-Pierre. Voilà. Mais il y a une erreur. Bien sûr qu'il y a une erreur, on ne peut pas dire le contraire. Mais si tu veux, moi, je lui pardonne, mais je lui pardonne tout à fait. Voilà, c'est bien d'avoir votre avis sur votre amie. Évidemment, on l'embrasse très fort, Nathalie Marquet. C'est une amie de la maison. Des fois, on se fight, tous les deux. Ah bon? Bien sûr, parce qu'on n'est pas d'accord. Pour quelle raison? Mais parce qu'on ne pense pas la même chose, on n'a pas du tout la même sensibilité, mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on est si proches finalement. C'est souvent ça, les extrêmes s'attirent, et nous ce qui nous attire aujourd'hui, c'est évidemment le juste prix. Allez, is right. C'est parti, le juste prix. Ah là là. Disons, Price is Right, l'animateur mythique Bob Barker est mort il y a 15 jours, 3 semaines. Il est mort à 99 ans. T'imagines tout ce qui me reste comme temps? Vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand votre lancement du juste prix, Philippe Risoli?
Bah oui, c'était. Alors au niveau du lancement, il n'y avait rien de particulièrement original. L'idée c'était de rentrer dans le jeu le plus rapidement possible. Et de choper les candidats, parce que Et de choper les candidats. tous les candidats étaient potentiellement, eh bien finalement... Tous les spectateurs étaient potentiellement candidats. Exactement. Il y a quelque chose qui nous a rendus tous fous, hystériques. Ah. Et vous aussi, chers amis, je le sais. C'est une séquence dans le juste prix qui nous a fait peur, traumatisé. Regardez cette photo, cher Philippe Risoli. C'est la photo du tyrolien. Ah oui, d'accord. Vous vous rappelez de ça? C'est terrible. Non, je ne m'en rappelle pas. Non mais sincèrement, bien sûr. On vous l'a dit, ça, que ça a traumatisé des... C'est-à-dire qu'il y avait une petite musique et en fait l'idée c'était que le tyrolien monte, c'était 10 francs, chaque marche représentait 10 francs parce qu'on était en francs à l'époque. Là on aurait dit 10 euros par exemple d'écart entre le prix proposé par le candidat et la réalité, le juste prix. Et à un moment le tyrolien se cassait la figure. Et évidemment il y avait toute une mise en scène, c'est-à-dire la musique, la façon de le filmer en gros plan, est-ce qu'il allait tomber, voilà. Oui, c'est parce que le juste prix en fait c'est un patchwork de 22 jeux à l'origine, mais le tyrolien, c'est la star de ces 22 jeux, indéniablement. Vincent Lagaffe vous a remplacé quand vous êtes parti... disons qu'il m'a succédé. C'est pas tout à fait pareil. J'adore. Ça veut tout dire. Tu sais, dans la langue française, il y a des mots. Non, quand je dis, par exemple, qu'au millionnaire, j'avais affaire à des gagnants et non pas à des candidats, c'est parce que les mots ont un sens et ce n'est pas la même chose. Il vous a bien remplacé. Non, il m'a bien succédé. Il vous a bien remplacé. Écoute, écoute, il a fait le taf, ça marchait, il a été très bien. Qu'est-ce que je te dis? Il vous a bien succédé. Vous l'avez regardé ou pas quand... Il m'est arrivé de le regarder. C'est une présentation différente. La seule chose, c'est que je lui ai envoyé quand même une petite vanne à ce cher Vincent, s'il regarde, parce qu'on a participé à un prime sur TF1 il n'y a pas très très longtemps où on évoquait le juste prix. Il se trouve qu'il est passé derrière moi, mais que moi je ne l'ai pas vu c'était enregistré et qu'il a dit un petit truc. Des fois, faut bien recadrer. Il a dit oui, avant moi, c'était des présentateurs, sous-entendu des mecs lambda, si tu veux. Et moi, j'ai fait tu vois, je suis arrivé, one again, tu vois. Or, je lui dis, Vincent, regarde bien les émissions avant de dire ça, et puis regarde surtout ce que moi j'ai apporté au jeu. Après, on parlera. Mais c'est tout, je ne veux aucune fâcherie avec lui. Non, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Oui. Et je l'ai regardé. Mais cette phrase vous a pas fait plaisir. Parce que je pense que c'est un métier où tout le monde il va de sa petite pique contre. Ouais. Et il n'y a pas besoin. Je veux dire, quand t'es un bon, c'est un bon. Vincent, il n'a pas besoin de dire des trucs. C'est des petits trucs, mais c'est de dévaloriser les autres pour voilà ce que je dis. Moi, je ne le fais pas en tout cas. Et encore une fois. Bah oui, parce que vous dites du bien de lui alors qu'il vous a sorti une vacherie. Donc franchement. Non, mais pas méchant non plus. Mais c'est vrai que quand tu enregistres une émission, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu es chez toi, tu es tranquille, et t'entends, on te réduit, si tu veux, comme le présentateur, le type qui arrive sans saveur, sans rien, et qui enchaîne des jeux tout faits. Mais c'est pas ça mon métier, moi. Ça vient d'Animous, donner vie à animateur. Et je pense que j'ai su, en matière de jeu en particulier, donner vie au concept que j'ai animé, puisque tous ont été des succès. Voilà Vincent. Yes, sir. Ok, c'est bon. Mais je vois... Recadré, moi, tu vas voir. J'adore. Merci Philippe Risoli. Voilà, ça c'est du spectacle. Bienvenue chez Jordan Deluxe. Vous êtes sur C8. Au cas où vous auriez un doute. Allez. Bon, il te faut combien d'audimat, là? Je vais te le faire monter. Ah oui, allez, sortez-moi les vaches. Ah bah allez, on fait les questions cash. Voilà. C'est maintenant. On y va tout de suite. Allez Philippe, c'est parti. Ah, vous en forme. T'as perdu un peu mon bouquin de vue. Hein. Non, on va en parler, vous inquiétez pas. Ça fait que de monter là. On en parlera après l'émission. Hein. Non, vous inquiétez pas, on va en reparler. Je t'écoute, on n'a plus que 2 minutes 56. Quand on s'appelle Philippe Risoli, combien on touche de retraite? C'est énorme. Mais franchement, tu crois que je vais te le dire? Si je te dis un gros chiffre, tout le lendemain, je vais lire dans la presse, oh là là... Moi, je pense que vous gagnez 10 000 euros de retraite. Si je te dis un petit chiffre, on va dire, bah dis donc, lui, il est... Philippe. Donc ça... Alors... Pas d'histoire d'argent entre nous, on est trop proches, on s'aime tellement, on va pas pas commencer. Non, ça va pas. 8 000? Non. Alors, donc, ça restera un secret. D'accord. Entre 5 et 10? Ça restera un secret. Mais pourquoi vous voulez pas le dire d'habitude? D'habitude, je le dis. Ouais. Tu te rappelles, on a parlé de l'ISF ensemble. Oui, je sais, ça vous avez mis en colère. Oui, je me traîne ça depuis... Non, mais ça n'a aucun... Disons que je vis très correctement et que je suis à l'abri, si tu veux. Donc, ce qui me permet, c'est important, ça. Parce que ce qui me permet d'éviter de lire il est au fond du trou, il est à la ramasse. De ma vie, je n'ai jamais été à la ramasse. Jamais. Même quand j'habitais un HLM dans le 18e arrondissement. Jamais. Je me porte bien, tout va bien.
Ah, ça vous excite, hein, le pognon. Ça vous tend. Oui, parce que il n'y a rien de plus dangereux en France que l'argent. Quand on te dit qu'à 4 000 €, tu es riche, non, tu n'es pas riche, tu vis. À 2 000 €, si tu habites Paris et si tu veux, tu survis, quoi. Si tu as des enfants, si tu veux les nourrir. Oui, mais quand on a 4 000 €, on gagne bien sa vie, Philippe Risoli. Non, quand tu as 4 000 €, je te parle à Paris. Hein. Oui, mais... Quand tu as 4 000 €, que tu as des impôts, que tu as des taxes foncières qui à Paris viennent être multipliées par 2, plus 52% d'augmentation alors qu'on ne devait pas les augmenter. Tu vois, c'est un sujet sur lequel tu aurais pu me lancer, ça. C'est Anne Hidalgo, ça. Donc, si tu veux, c'est quoi vivre? C'est ça la vraie question, c'est quoi vivre? Si vivre, c'est simplement se nourrir, c'est simplement manger, aller travailler, oui, 4 000 €, ça suffit. Même 3 000, ça peut suffire. Encore qu'à Paris, c'est comme partout, les prix ont flambé. Tu as entendu parler d'un truc qu'on appelle l'inflation. L'essence, elle est à 2 € le litre. Si tu veux commencer à te balader à 2 €, attends. Encore qu'elle est plus à 2,30 €, hein, on dit toujours à 2 €, mais elle est à bien plus. Donc, si tu veux, encore une fois, se nourrir et survivre, oui, mais est-ce que c'est ça, vivre? C'est la question que je pose. Tu prends une feuille de papier, tu as 2 heures, tu réponds à cette question. Bon, vous avez fait 3 minutes sur une question. Alors du coup, on va être obligé d'enlever le chrono. Et on garde les questions cash, je vous lâche pas, vous. Vas-y. La première personne à qui vous avez dit que vous étiez licencié de TF1? Alors, licencié, c'est pas tout à fait le mot, mais disons que c'est ma femme, en fait, ma femme et puis mes parents. Dévissé, vous préférez? Alors, non, je n'ai absolument pas dévissé. Bah si, c'est ce qu'a dit Michel Drucker. Oui, c'est ce qu'il a dit, vous l'avez lu dans mon livre. Oui. Alors, j'aime beaucoup Michel, il fait partie des gens qui m'ont donné... Oui, mais vous n'avez pas été très cool avec lui dans le livre. Non, mais j'ai la phrase, je peux la donner. Non, mais tu prends mon livre, tu ouvre le livre. Non, mais je l'ai là. Non, mais tu peux pas. Tu vas pas me fâcher avec Michel Drucker que j'aime beaucoup. Mais non. Mais tu prends le livre et tu lis cette phrase. Qu'est-ce que je dis exactement? Mais attendez, il faut que vous la trouviez. Non, mais dans la vie, il faut dire. Alors, je vous l'ai dit. Tu as le droit d'aimer quelqu'un et parfois de ne pas partager. Et vous avez le droit de dire quelque chose. C'est ce qui fait la personnalité de quelqu'un. Je suis pas un béni oui. S'il a fait partie de ceux qui m'auront donné envie d'exercer ce métier, je n'approuve pas ce qu'il est dit dans un de ses livres publiés dans une liste où je figure des professionnels qui auront fini par dévisser. On ne dévisse pas, on est éjecté purement et simplement, et c'est beaucoup plus violent. Voilà la phrase exacte de Michel Drucker. Eh bien, non, ça c'est ma phrase. La vôtre, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai écrit. Si tu veux, je te le disais tout à l'heure, pour moi la langue française c'est important. Les mots ont une signification. Dévisser, c'est un terme d'alpinisme qui veut dire commettre une faute. Tu commets une faute ou tu commets une erreur qui fait qu'effectivement tu tombes. Et généralement tu te tues. Ce n'est pas mon cas. Si tu veux, tu sais ce que tu fais. Toi, l'enquêteur Colombo, tu cherches la faille, tu cherches l'erreur, tu cherches ce que j'aurais pu faire qui a fait qu'un jour, je n'ai plus été à l'antenne. Et je te mets au défi de trouver parce que moi, j'ai jamais trouvé. Ah ben non, mais vous avez toujours été... vous avez une carrière, vous avez fait des décennales. Alors qu'on ne parle pas d'audimat ou etc. L'audimat, il était là, il était toujours là. Mais ça veut dire... Mais ça, alors tu vois, tu parlais d'un livre, je pensais pas le faire, mais je vais quand même l'écrire pour que, une fois pour toutes, on balaye cette histoire. Il ne s'agit pas ni de vengeance, ni d'attaquer qui que ce soit. Il s'agit de mettre les choses à plat pour éviter que quand je viens parler d'un livre qui n'a strictement aucun rapport avec cette éviction de TF1 ou autre, eh bien qu'on revienne toujours à ça. Oui, mais c'est vous qui l'avez dit. Du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Je l'ai dit parce que je remets les choses dans le bon ordre. Mais c'est bien de dire les choses aux gens. Et c'est bien de dire, même à monsieur Michel Drucker, qui est, c'est vrai, le ponte de la télé, l'animateur phare de toutes ces années. Mais c'est bien de le dire aussi. Je trouve ça bien. Michel Drucker. Mais oui, mais c'est bien de lui dire. Le problème, il n'est pas là, mais je vais pas non plus, si tu veux. Mais si ça vous a fait du mal, vous avez le droit de le dire. C'est pas que ça m'a fait du mal, c'est que ce n'est pas la réalité. C'est tout. Voilà, c'est bon. Oh mon Philippe. Je crois que tu vas en prendre une. Je vais lui en coller. La question que vous poseriez au président de la République, si vous pouviez lui parler là, maintenant, aujourd'hui. Il vous aurait proposé d'être ministre. Vous auriez accepté ? Là, maintenant, c'est trop tard pour moi. Mais à une certaine époque, moi, la culture m'aurait passionné. Évidemment. Ministre de la Culture, vous auriez dit oui. Si on me l'avait proposé, bien sûr. Bien sûr que j'aurais dit oui, en espérant faire le maximum pour les artistes. Et... La chose qu'on a dit sur vous, Philippe Risoli, qui vous a fait le plus de mal ?
Alors justement, vous l'avez dit, j'ai lu, ma mère avait lu juste un petit peu avant sa disparition, avait lu dans un journal donc j'avais pris un peu de poids et le journaliste avait écrit, oui, il dit que c'est l'arrêt de la cigarette, mais en réalité, il doit sûrement cacher une maladie. Et c'est là où on voit la force de ce qui est écrit, parce qu'une personne bien attentionnée avait amené ce journal à ma mère, qui avait lu ça, qui m'avait appelé en me disant, qu'est-ce que t'es malade? Je lui ai dit, mais non, mais il ne faut pas que tu prennes ça au pied de la lettre, c'est des conneries. Et elle n'arrivait pas à se dire, elle pensait que moi, je lui cachais quelque chose. Et ça, c'était terrible, parce que je sentais qu'elle était prête à pleurer, quoi, en se disant, mon fils a quelque chose, ce qui était faux. Ah oui, ça c'est terrible. Tu vois. Et ça, c'est quand ça touche la maman, c'est terrible. Voilà, je suis d'accord avec vous. Ça, si tu veux, je ne le pardonne pas. Voilà. Je suis comme, tu sais, dans Le Grand Pardon. Ouais. Pardonne tous, mais pas moi. Vous qui avez présenté Le Millionnaire, Philippe Risoli. Yes. Êtes-vous Est-ce que je peux te faire un petit chèque? Non, mais êtes-vous millionnaire? C'est une question. Millionnaire, ce serait triste. Bah, c'est avoir 1 million. Ah oui, 1 million. Non, multimillionnaire. Multimillionnaire. Mais vous rigolez pas quand vous dites ça. Non, mais vois en grand, enfin. Oui. Mais si je plaisante, bien sûr que je plaisante. Ah, vous n'êtes pas millionnaire alors? Vous avez au moins 1 million de patrimoine. Ah bah oui, c'est bien, puisque on a assez parlé, je paye l'impôt sur la fortune immobilière, mais à Paris, tu t'achètes une chambre de bonne maintenant, c'est 1,3 million, mais 1,3 million, c'est une valeur, si tu veux, c'est comme ça, si tu veux. C'est-à-dire que rien ne dit que tu revendras ton bien 1,3 million, mais on estime qu'il coûte 1,3 million. Donc à partir de là, tu payes l'impôt sur la fortune immobilière. Alors évidemment, on va pas revenir là-dessus, je ne vais pas encore me trimballer ça pendant je ne sais combien de semaines, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui sont un peu irritantes. Si demain c'est 8, notre chaîne vous propose C8 vous propose de faire le juste prix. Est-ce que vous le refaites? Philippe. Il faudrait vraiment que ce soit dans des... A priori, je pense pas. Hein. D'accord. Mais je peux pas te dire un nom catégorique. Tout dépend de la façon dont ça me serait proposé. Est-ce que j'aurais carte blanche ou non? D'accord. Pour faire vraiment ce que j'aurais faire. Vous pourriez dire je préfère, s'ils doivent me proposer quelque chose, Jeopardy. Si c'est un jeu, je préférerais Jeopardy ou Star Quiz. Pourquoi? Parce que c'était bien, Star Quiz. Peut intéresser Cyril Hanouna, vous savez qu'il aime bien. Bien sûr. Non, mais il aime bien remettre pas demandé si je voulais être chroniqueur. La chose que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là, Philippe? Bah écoute, tous ceux qui me connaissent maintenant seront morts avant moi, donc qu'est-ce que pourront dire les autres? J'en sais rien. Non, je plaisante évidemment, mais écoute, qu'on dira ce qu'on veut finalement. C'était un mec proche des gens. C'était un mec proche des gens, sympa, qui avait pas la langue dans sa poche. Ça lui a peut-être joué des tours parfois. Alors ça, oui, vous l'avez dit plusieurs fois. Pourquoi ça vous a joué des tours? Mais parce que dans la vie, il faut pas être cash. Il faut pas être cash. Justement, toi qui as tes questions cash. Qu'est-ce qui vous a coûté cher, Philippe Risoli? Très honnêtement, je ne sais pas. Je te dis, là, je vais écrire une suite où je vais pour une dernière fois reparler de cette époque scission TF1, etc. Mais ce ne sera pas l'objet de tout un livre. Hein. Il y aura 2 pages dedans et puis terminé. Et à partir de là, je te dis que plus jamais je ne répondrai à cette question qui me fait suer finalement et qui n'intéresse plus personne, si ce n'est quelques animateurs en devenir qui se débrouillent bien. C'est pour moi ça. Est-ce que vous avez déjà eu la grosse tête? Franchement, je pense pas. Alors jamais. Tous ceux qui non. Et puis tu sais, je suis cadré par moi, que ce soit ma femme, mes enfants, ceux qui m'entourent, même mon père, ils sont durs avec moi. Là, cette émission, je vais rentrer chez moi, elle aura été vue. Oui. J'espère. Oui. Hein, bon, il y a des gens qui vont, rassurez-moi, il y a des personnes qui vous regardent. Bah oui. Ah. Quand même. Oui. Mais il fait peur. Mais de toute façon, j'ai tellement de plaisir à bavarder avec eux que même s'il y a personne. C'est un vrai plaisir. En tous les cas, il y aura ma famille. Et ma famille ne seront pas tendres avec moi. Ils me diront voilà, toi, là, t'as été bien, là, t'as fallait pas dire ça. moins bien, etc. Voilà. On arrête? Ne me dites les pas questions cash. Mais presque fini. Allez, une question de Marie. Marie de Bretagne. Ah, c'est de chez vous, c'est un petit breton. Oui, pour ces fins de questions. Morbihan. Monsieur Risoli, vous êtes une belle partie de mon enfance. Assis à côté de ma maman, en vous regardant. Ça, on sent les souvenirs. C'est comme avec ma mère. Il y a quelque chose que j'adorais vous voir faire. C'était votre célèbre lancer de micro. Devinez la suite de cette question de Marie de Bretagne. Tu vas nous montrer comment tu fais, toi, déjà? Oui, je peux le faire, moi, ça me dérange pas. Vas-y. Oh putain. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, je vais te montrer comment il faut faire.
Mais ça, tu le coupes pas, ça. Non, non, bah non, je vais pas le couper. J'espère que j'ai pas cassé le micro. Moi, à mon avis, bah non, je préfère te le... Allez-y, non, mais allez-y. Bah non, bah maintenant. Oui, mais là, attends, tu me mets là, j'ai Ah ça, oui, et mais- si je me mets de l'autre côté, t'as une caméra de ce côté-là? Oui, oui, on va vous prendre là. C'est vrai. Ça, c'est unique parce que je peux vous dire qu'il le fait plus du C'est tout. vraiment parce que c'est toi, parce que, hein? Ouais. Donc, un micro, ça se tient comme ça, un micro à main, toi, les doigts comme ça. Ouais. Bon, c'est pas comme je Ouais. le vois souvent. Non, non, c'est toi, avec délicatesse. C'est un objet de plaisir, le micro. Hop, On se quitte avec les bananas. c'est tout. Au revoir, merci. Vous étiez sur C8, Jordan Deluxe. C'est le petit gars qui monte en ce moment dans le pape. Suivez-le, merci. Bye bye les amours, au revoir, à la prochaine fois. Ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Ce livre est formidable. Philippe Risoli, dites bien à mon fils que je l'aime. Philippe, j'ai été ravi de passer ce moment. Elle est où ta caméra? En face, cher Philippe. Ah, là, on les voit plus, et maintenant les caméras, c'est gros comme ça. Mais oui, parce que vous êtes d'un ancien temps, Philippe. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. On se retrouve très vite, ou pas, on sait pas. Allez, Merci, on va Philippe. finir par me rouler un patin. Pourquoi pas? Il est fou. À demain sur C8.